Bonjour tout le monde, merci d'être à l'écoute de ce dernier épisode que nous allons sortir en 2022. En fait, c'est notre enregistrement de l'atelier qu'on a fait au congrès de l'Association des camps 2022 en novembre dernier. Vous allez passer un 60 minutes avec un paquet de sujets, simplement pour vous mettre en contexte qu'il y avait à peu près 25 personnes dans la salle et on invitait les gens au micro. Donc, c'était des duos qui se présentaient. Vous allez entendre 4 duos pendant la prochaine heure. Ce qui a été super le fun de l'enregistrement, c'est que les gens sont venus avec leur propre sujet. À aucun moment, on a dû proposer quelque chose aux gens pour partir les discussions. Aux 4 micros, il y avait tout le temps 2 micros où il y avait François et Jennifer. Vous allez entendre Yannick aussi parfois qui va ajouter des commentaires en arrière-plan. Moi, j'étais à l'enregistrement. J'ai parlé pendant l'atelier, mais les micros n'étaient pas en mode enregistrement pendant mes interventions. Donc, je vous souhaite une bonne écoute. Je vous souhaite aussi un bon temps des fêtes. Puis on se revoit en janvier 2023. Allez-y. Non, allez-y. Alors, premièrement, je m'appelle Éric Bergevin. Je suis le directeur du camp photo Anne-Cadieux, situé dans le Vieux-Montréal. Camp spécialisé en photographie. Je vis différentes problématiques, mais il y en a une qui vraiment m'arrache le cœur actuellement, puis c'est ça que je veux amener. J'en ai parlé un petit peu à Jen déjà. Le travail des 13, 14, 15 ans. L'idée qu'on est en train de, comme société, les 13, 14, 15 ans, on trouve ça bien qu'ils aillent travailler. Alors que moi, je pense qu'un 14, 15, 16 ans, ça va dans des camps et ça doit vivre l'expérience camp. Et l'expérience travail, j'en conviens, est une expérience qui est juste et intéressante, mais pas pour un été au complet ou disons le mindset sur « Oui, va travailler, mon jeune, c'est une bonne idée, tu vas te faire de l'argent, puis avec ton argent, tu vas pouvoir les acheter, tes bebelles, tu vas pouvoir être un nouveau consommateur. » Moi, cette société-là, je veux pas ça. Ouais. Je pense que il faut, en tant que association, il faut qu'on dise haut et fort que les jeunes, ça va dans les camps et non pas sur le marché du travail, soit chez Pneus Canadiens ou chez Tourner des galettes en quelque part. Oui, c'est une bonne job, par contre, travailler dans un camp. Moi, je serais comme, oui, viens vivre ta première expérience de travail dans un camp. Ça, c'est, disons que c'est, humainement, je trouve que c'est ça. Mais le travail at large. Fait que j'ai le goût de lancer ce sujet-là. Puis, Hey, c'est tellement intéressant comme Ça commence sujet, fort. là. Vraiment. je suis en mission. Là. Non, Je mais suis puis en c'est mission. parfait, Éric, parce qu'honnêtement, tu sais, cette question-là, je veux dire, moi, j'ai eu des conversations cet été avec mon staff qui se dit très revendicateur aussi. Ça va être un prochain podcast pour Camtitude. Mais des idées, d'avoir des discussions, d'écouter, là, on retourne dans quelque chose qui ressemble à ce que moi, on m'a appris qui était du child labor. Tu sais, qui était vraiment du travail des enfants qui ne va pas avec la vision moderne et évoluée qu'on a de notre société. Fait que là, on a eu des besoins très, très précis économiques autour de la fonction capitaliste, comment qu'on fonctionne. Puis le premier instinct a été de fortement encourager ces jeunes-là à aller se trouver des emplois à très jeune âge. Il n'y a personne ici, je pense, qui va décourager vouloir avoir de l'argent en échange de quelque chose. Mais on est vraiment en train d'intervenir dans le développement de ces jeunes-là comme tel, au point de vue de leur sens des responsabilités, au point de vue de leur construction de soi. Puis c'est pas de ne pas les faire travailler jusqu'à 25 ans, là, mais je pense qu'il y a vraiment une rapide glissade qui s'est faite sans qu'on ait nécessairement pris conscience, je pense, de l'impact que ça pourrait avoir. Tout ce qu'on semble entendre dans les médias, c'est que ça règle un problème. Parmi les impacts Ouais. que moi je vois venir, c'est du décrochage scolaire. C'est Ouais. clair que quand tu fais de l'argent, quand tu commences à être payé déjà à des salaires à 20$ de l'heure de jeune, quand il va arriver en secondaire 4, secondaire 5, là, c'est le premier qui va partir puis qui va dire, ben non, les employeurs ne doivent pas empêcher les jeunes de travailler, mais les jeunes, ils vont vouloir plus que ça. Ça, c'est un problème de société. Puis les cas, on se positionne nous là-dedans, parce que veut pas, nous, on aimerait bien ça, là, que les ratios, qu'à 14 ans, on puisse... Premièrement, est-ce que c'est vrai, ça? Est-ce qu'on aimerait ça qu'ils commencent à travailler avec nous de façon totalement responsable à 14 ans? Ben, pas vraiment. Là. Ben, je peux te laisser y aller, Guylaine. Moi, j'ai mon opinion aussi là-dessus. Là, mais... Non, en tout cas, non. Pour ma part, non. Ouais. Parce que, veux pas... tu sais, comme cette année, on a eu une équipe, là, puis notre équipe, en tout cas, exceptionnellement, était composée, vraiment, on a eu des gens qui avaient 21, 22, 23, 24, 25 ans. Wow.
Puis vraiment, un grand nombre, là, ça m'a impressionné plus que les autres années. Puis, veut pas, on voit quand même une différence là, en termes de maturité. Puis moi, je pense pas que ça serait de rendre service aux jeunes que de les laisser assumer des responsabilités comme ça à 13, 14, 15 ans. Parce que veut pas, dans leur développement, ils sont pas rendus là. Puis de prendre charge de d'autres jeunes pour qui on a toujours le désir de leur faire vivre la plus belle expérience. Ouais. Puis, c'est sans compter toutes les conséquences au niveau société que ça va avoir. Tu sais, des jeunes à 13, 14, 15 ans qui sont sur le marché du travail, bien, c'est sûr que à prime abord, vous avez mentionné le fait qu'on se prépare à avoir un plus haut taux de décrocheurs, mais il y a des conséquences aussi qui n'ont pas été peut-être réfléchies à ce moment-ci. Puis qu'on pense peut-être plus à court terme à combler un besoin de pénurie de main-d'œuvre, mais qu'est-ce que ça va donner comme qualité? Tu sais, les jeunes, ils ont plein d'idées, puis c'est bienvenu, mais moi, je pense qu'à cette étape-là de leur vie, ils sont encore plus là pour apprendre, pour être formés. Puis moi, cette préoccupation-là, je l'ai au niveau de mon camp de jour qui se termine à 12 ans, puis que j'aimerais tellement avoir une offre, développer une offre pour des 13-14 ans qui ressemblent plus à des intérêts de leur âge, puis aussi des 15-16 ans où est-ce qu'on pourrait leur offrir un genre de programme aspirant moniteur, mais pour les camps de jour, pour augmenter la relève aussi au niveau local de nos moniteurs, parce que nous, ça, c'est une réalité. Puis on s'entend que la démographie va s'en va dans ce sens-là aussi. Là. En ce moment, il y en a moins des plus jeunes. Avec notre grosse masse là, de 9-12 ans, ben elle s'en vient, gang, elle vieillit. Là, donc, on s'entend que c'est pas autant d'enfants qu'avant, mais quand même, dans la démographie, Moi, j'entends énormément d'affaires là-dedans. Premièrement, le contexte. Est-ce que vous pensez, vous, qu'il y a un contexte région, puis il y a un contexte grand centre au niveau de la recherche d'emploi plus précoce par des jeunes? J'explique, moi, dans mon coin, à Saint-Raymond, il y a des jeunes qui travaillent à Syrie à 20$ de l'heure. Je veux dire, mettons, peut-être que j'exagère là, à ce niveau-là, mais honnêtement, il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui commencent à travailler. Moi, j'ai des 6e années. Mettons qu'ils me disent l'année prochaine, je reviendrai pas au camp parce que je vais commencer à travailler dans un resto, tout ça, et là, je suis comme, c'est parce que tu t'en vas en secondaire 1, là. Puis moi, de mon côté, j'irais bien travailler au camp, mais vous prenez pas les jeunes vous prenez juste les jeunes à partir de secondaire 4. Je suis comme, moi, je peux pas t'offrir ça, mais de l'autre côté, ils seraient pas intéressés. En tout cas, il s'agit de le mettre sur pied, puis de vraiment bien le vendre, puis de bien miser sur l'expérience que ça peut apporter. Mais un camp d'aspirants moniteurs chez nous, il y a présentement pas nécessairement d'intérêt au niveau de je dirais, après avoir sondé les clients puis les jeunes. Puis je trouve ça dommage parce que je pense que ça pourrait vraiment aider à les garder plus longtemps au camp. Mais tout à fait. Puis il y en a plein des programmes PAM qui existent en camp de jour, en camp de vacances, des programmes maison aussi qui sont là pour fidéliser longtemps. Mais je pense que l'idée est là. Est-ce que ce mode-là qu'on a de vouloir de réfléchir, est-ce que c'est un mode qui est plus actuel de vouloir à penser à ça? Parce que là, c'est littéralement ça. Là. Nous, on commence à vouloir à créer des nouveaux programmes, puis à vouloir les retenir ou les ramener, parce qu'on s'entend qu'il y a 20 ans, ils étaient, là, ces jeunes-là, de cet âge-là. Puis d'un autre côté, le message global là, ça fait que nos gouvernements présentent, mais c'est un peu ça, là, qui est présenté au point de vue gouvernemental, c'est que c'est là la solution à la crise de la main-d'œuvre. Fait qu'on a des parents aussi qui vont peut-être vouloir pas nécessairement que leur enfant fasse un choix d'aller dans un camp. Donc, je ne vais plus acheter ce produit-là parce que je vais plus nécessairement croire aux bénéfices dans la situation dans laquelle on se trouve. Fait que, tu sais, l'angle que tu amenais tantôt, Éric, moi, je la trouve vraiment intéressant. Là, on le sait, on a déjà vu ça. On sait dans quelle direction ça peut aller. Est-ce que les camps veulent se positionner en amont de ça, tant au point de vue de ce qu'on veut offrir comme service, mais surtout aussi au point de vue de l'impact qu'on est censé avoir avec ces jeunes-là qu'on veut supporter. Puis, tu sais, on parle d'arrimage avec le monde scolaire, bien, ça n'arrête pas juste en 6e année, justement. Là, c'est sûr que moi, je trouve pas que c'est une solution de vouloir aller les chercher de plus jeunes, encore plus jeunes. Ça, c'est sûr que certain que si on embarque là-dedans, je pense qu'on crée un précédent qui va faire en sorte que ça va être beaucoup plus difficile après ça de justifier comme pourquoi qu'on en revient comme v'là 10 ans là, dans une époque lointaine il y avait des pénuries de main d'œuvre puis là on en revient à la normale, mais je pense qu'il faut être
c'est plate à dire parce qu'on est déjà créatif au niveau de nos ressources humaines, mais je pense que c'est pas d'aider justement nos générations futures de leur faire commencer un travail comme ça à 12 ans. Il y avait une question ici? En fait, j'émets des constats. Vous me direz si vous n'êtes pas d'accord. Parfait. Les jeunes veulent faire de l'argent. Ouais. Oui. 13, 14, 15, 16 ans, ils veulent faire de l'argent. 2, les camps ont besoin de main-d'œuvre. 3, je pense que les camps sont d'excellents lieux de formation de la jeunesse. Pourquoi le PAM 2023, 24, 25 ne serait pas un bloc de tout ça? C'est-à-dire que les jeunes viennent travailler en camp, donc répondre à leur besoin de faire de l'argent. Nous, on répond à un besoin d'avoir une main-d'œuvre. Et surtout, on forme la jeunesse qui va se développer, avoir des aptitudes et par la suite vont travailler chez nous ou ailleurs. Et donc, on aura fait le meilleur des mondes. Et pour moi, c'est pas normal qu'aujourd'hui, il y ait seulement 17 organisations, par exemple, qui donnent le PAM. Pour moi, tous les camps devraient former la jeunesse. Et on va apporter quelque chose à la société. On va faire que des futurs travailleurs ont eu une bonne expérience de premier travail. Je ne crois pas qu'un jeune qui commence, par exemple, chez McDo ou un gros truc, a une très bonne expérience de travail à la fin. Alors que là, nous, on est guéris pour ça. Là. On avait quelqu'un en arrière qui avait le Oui, moi j'apprends l'idée qu'un enfant de 14 ans peut travailler dans des camps comme aide moniteur. Mais bien sûr. Parce que, à mon avis, il y a des choses qu'on n'apprend pas à l'école et que l'enfant peut apprendre sur le tas, comme l'estime de soi, la confiance en soi, comment gérer ses émotions. Donc c'est un milieu dans lequel l'enfant peut s'épanouir même à ce jeune âge. Ça, je trouve que c'est positif. C'est un point super intéressant que vous amenez, hein, parce que souvent, quand on parle de nouveaux travailleurs, on parle d'aller chercher des aptitudes, des hard skills, là, des choses qu'on est capable de faire, mais on le sait que dans les camps, le plus gros, notre gain, c'est tout le développement autour de ça qui se fait. Tout ce qui est des soft skills, là, quelqu'un, une traduction française bien Transversale. Merci. Puis c'est de là qu'on va chercher ça, qu'on est en formation de soi à ces âges-là. C'est là qu'on apprend à se faire confiance, à être capable de développer, à essayer, pas avoir peur de l'erreur, pas avoir peur d'être innovant, et etc. Puis le monde des camps, on est bon là-dedans, c'est ce qu'on fait vivre à nos campeurs et à nos employés. Puis cet élément-là, on revient à la loupe que c'est pas souvent évalué au point de vue monétaire. C'est comme si c'est difficile à transmettre sur un CV, c'est difficile. On le sait, nous, on est capable de le faire. Mais dans la plus grande sphère, c'est encore vu. Moi, récemment, là, en tant que directrice de camp depuis plusieurs années, je me suis fait encore demander qu'est-ce que je fais à l'année. Est-ce que c'est mon temps d'aller jouer avec les enfants, avec les ballons? Ce que j'adore faire, on s'entend. Mais c'est vraiment une conception... On se fait rattraper par la conception qui perdure que les camps sont un service de loisirs ou d'accompagnement. Puis nous aussi, en professionnel, je sais qu'on est ailleurs. Mais par contre, on se frappe à ça quand on est dans des constats comme ça. Parfait. Un gros merci. Je mettrai fin à cette première... Moi, j'ai juste un petit mot de la fin. Je suis photographe en culture, tout ça. J'invite tout le monde à faire une petite recherche photographique sur Google. Vous tapez Lewis Hine. Lewis Hine a fait un travail magnifique sur le travail des enfants en photographie. Si vous voyez ces photos-là, ça date de 1900. Okay. Et vous allez voir que j'ai l'impression d'un déjà-vu. Oui, en arrière. Lewis Juste Hine. compléter sur votre programme PAM, là, en fait, au camp qu'on est, on est un camp de famille qui est vraiment sur l'été complète. Les gens viennent en vacances une semaine, puis on a notre programme staff que nous on appelle et on a deux groupes d'à peu près une vingtaine de jeunes justement entre 14 et 17 ans. Puis on a même créé un autre justement pour les 18-30 parce qu'on voyait que les jeunes, en tout cas, ils ont le désir encore d'être au camp, mais ils n'ont pas leur place. Et c'est sûr que rendu là aussi, avec certaines subventions et tout ça, on est capable de fournir un revenu parce que, bon, ils sont rendus là aussi. Mais juste mentionner, puis moi, c'est ce qui me fait triper à chaque fin d'année, en fait, c'est que les jeunes qui sont là entre 14 et 17 ans, nous, ils sont là gratuitement. Là, ils sont logés et nourris. Mais c'est l'impact social qu'ils ont et ils sont là, eux, en tant que servir tous les campeurs. Et ils sont là pour servir les gens au repas. Ils sont là pour faire toute la vaisselle. Et la chimie qui se crée entre ces jeunes-là, elle est incroyable.
Et ça vient créer des jeunes aussi basés au service des autres. Ouais. Et ils se font des amis à travers le Québec. Puis ces relations-là sont fortes et solides. Ouais. Puis ça les apporte vraiment ailleurs. Moi, c'est ce qui me fait vraiment, c'est ce qui m'allume à la fin de l'été, de voir ces jeunes-là être développés côté social et côté service l'un à l'autre. Ouais. C'est vraiment bon. À l'extérieur du monde de l'école, hein? À l'extérieur du monde scolaire. Puis moi, je suis totalement d'accord avec le fait, tu sais, d'avoir des jeunes. Souvent, c'est les jeunes qui nous le demandent quand ils ont 12 ans, ils voudraient rester encore au camp. Puis, quelle expérience on peut leur donner? Puis aussi, ben comme de les avoir comme aide, moniteur, c'est super intéressant. Mais souvent, c'est l'aspect financier qui n'est pas au rendez-vous pour nous pour permettre ça, parce que, dans le fond, c'est comme d'avoir une deuxième ressource dans chacun des groupes, puis souvent, ben on n'a pas les moyens de la payer, cette ressource-là. Mais s'il y avait des programmes qui encourageaient ça, juste au niveau de la formation, c'est comme, il y a plein de programmes qui existent, mais on ne peut même pas aller les chercher. Est-ce que tu parles au point de vue de la formation, de genre faire un pont avec le monde scolaire ou parascolaire, dans ce sens-là? Bien, plus, tu sais, je pense qu'on peut avoir des aides au niveau de la formation en général pour l'ensemble de notre personnel, Ouais. mais quand on parle de jobs étudiantes, bien souvent, ces budgets-là ne sont pas au rendez-vous. Donc, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire au niveau politique aussi. Puis, Ah, OK. tu sais, c'est bien qu'on veuille peut-être les intégrer, puis le monde des camps, c'est un beau milieu pour pouvoir intégrer des 14, 15, 16 ans qui veulent venir déjà s'engager à ce niveau-là, mais on a besoin d'être soutenus comme organisation pour être capable d'avoir des doubles ressources dans nos groupes. C'est juste ça que je voulais rajouter. Merci. À table, y a-t-il des sujets que vous aimeriez apporter? Oui, moi je me présente, je suis Atika Baïban, je suis directrice générale d'un centre communautaire Étoile de l'Acadie à Sydney, en Nouvelle-Écosse. OK. Alors, moi, je veux parler plus d'un défi. Donc, on travaille fort pour créer un environnement francophone pour la communauté expression française. Puis là, mon défi pour le camp, donc on offre aussi un camp d'été, mais mon défi, c'est plus d'aller du recrutement. Donc, que ce soit des étudiants francophones pour desservir cette communauté qui vient nous chercher au camp. Donc, Parce que vous, les services sont 100% francophones. oui. Donc, on est à l'école Étoile de l'Acadie. Donc, le CSAP, c'est le Conseil scolaire acadien de la Nouvelle-Écosse. Donc, on est les seuls... donc la seule école française, puis le seul centre communautaire français. Donc voilà, donc c'est ça mon défi, qui vient juste après le budget. Donc Parce c'est que de trouver du personnel oui, francophone. mais c'est comme de trouver, puis là, mettons, je l'élargis un peu, là, ça va être d'aller recruter des employés qui sont dans une autre diversité que ce qui est disponible en grande majorité dans la communauté. T'sais, ça pourrait être quelqu'un par un effort de vouloir représenter ou par justement avoir une prestation de service qui est en français dans un environnement, là, si vous me détrompez si je me trompe, là, mais massivement anglophone, de façon plus difficile. Oui, on est minoritaire. Voilà, donc c'est un peu d'aller C'est chercher minoritaire. donc toutes les choses qui sont les réflexes de base que la plupart des gens vont penser à faire, mais ça peut plus ou moins s'appliquer parce qu'on va vraiment vouloir aller chercher quelque chose de spécialisé ou quelque chose d'unique dans les employés comme tels qui viennent avec une distinction. Là. Oui, c'est Ouais. sûr, parce que nous, on veut faire vivre à nos élèves, à nos campeurs, là, c'est-à-dire vivre en français Ouais. pendant ces 8 semaines. Donc, ça complète l'enseignement académique de l'enfant. Et il ne faut pas oublier que même les enfants qui fréquentent l'école française, c'est-à-dire ont des parents anglophones des fois. Ouais. Donc, ils ont que l'école. Ils ont que le camp d'été francophone, là où ils peuvent vraiment communiquer puis pratiquer le français. Moi, je suis quand même curieux par rapport aux canaux de diffusion puis les endroits de diffusion des offres d'emploi. Est-ce qu'on va à l'extérieur, justement, de la province ou on essaie de se concentrer le plus possible? Parce Oui, que
plus possible. Maintenant, on envisage aller chercher du personnel à l'extérieur de la province. Même peut-être en travail international. Ben, Oui. c'est un peu ça, moi, que j'avais Là, pensé un on peu. le fait déjà pour les garderies francophones. Ok. Ouais. Donc, on va aller chercher du personnel de France, par exemple, Ouais. des pays du nord de l'Afrique, ceux qui parlent vraiment français. Ouais. Donc ça, c'est une étape déjà faite au niveau des garderies francophones en Nouvelle-Écosse. Parce que c'est super beau chez vous. Là. Je suis sûr qu'il y a plein de communautés francophones qui seraient super intéressées puis qui trouveraient ça exotique aussi un peu, Oui, venir dans un passer certain 8 sens. semaines, au Mais après- Cap-Breton, donc... Mais après ça, il faut penser à les héberger, à Ouais. les C'est ça, inclure c'est dans tout la un- À prendre société. soin d'eux, avec, de oui, ceci. c'est toute une logistique. Parce qu'on s'entend que ben, mettons, là, moi, ça serait mon projet. Là, le but ultime, ça serait que mes campeurs, à un moment donné, viennent travailler dans mon camp à un certain moment. Donc, l'idée de peut-être que c'est un moment où ça fait combien de temps que vous opérez comme ça, là, mais il y a aussi cette idée-là d'aller vraiment cultiver la culture au point de vue de votre camp pour qu'ils vous reviennent en tant que jeunes professionnels ou étudiants. Ouais. Mais c'est difficile quand on vient de commencer, Ouais. où c'est bon, écoutez, c'est ça, ils ont 6 ans, on va encore leur donner, on se disait, au moins un bon 10 ans, là. Mais en attendant de ça, comment on est capable de vraiment aller continuer à offrir ce qu'on veut sans perdre la nature du projet aussi, là? Ouais. C'est sûr, oui. On va bondir ici. On se connaît pas. Non. Marc-André, je travaille au Réseau Patro, qui est en fait un nouvel cool. OBNL qui soutient les 7 patros, les patros des centres communautaires, loisirs et entraide, du généraliste, qui font un peu de tout. Un des enjeux majeurs qu'on a avec nos camps, je ne suis pas gestionnaire de camp moi-même, donc je suis plus en support à des gestionnaires de camp. Un des enjeux qu'on a entendu de manière assez transversale dans nos centres communautaires cet été, c'était la question de, là il y a plusieurs termes associés à ça, mais inclusion / intégration, accompagnement. Donc on parle des clientèles avec difficulté, je demande guillemets pour les gens qui ne sont pas dans la salle. Ça semble être un enjeu croissant, donc la demande semble être croissante pour avoir des accompagnements spécifiques. Puis si on le couple à la question de la difficulté d'avoir des ressources spécialisées, il y a peu de gens qui sortent par exemple de travail social ou d'éducation spécialisée qui vont venir travailler dans les camps. Comment on fait pour rencontrer cet enjeu-là pour des camps généralistes qui ne sont pas nécessairement des camps spécialisés avec des clientèles particulières? Comment on fait pour le rencontrer? Est-ce que finalement on se dit, ben, on va limiter cet accès-là pour ne pas faire n'importe quoi à ce sujet-là? Ou est-ce qu'on essaie de rencontrer cet enjeu-là avec des ressources qui ne sont pas nécessairement toutes formées pour ça? Donc, c'est ces questions-là qu'on se pose actuellement, puis c'est vraiment transversal dans nos milieux, là, on l'entend partout. J'aime bien le point connecteur entre les deux parce qu'on Ouais, moi s'entend que c'est aussi. très comme pour vrai, c'est très différent, mais c'est cette idée-là d'aller chercher des gens qui viennent avec une spécialisation ou vraiment un truc particulier dans le gros monde. Nous, en fait, on avait déjà enregistré un épisode avec Quand c'est l'été qui était, je trouve, super intéressant là, au début de Quand c'est l'été là, avec Corbin, puis moi, puis les gars de Quand c'est l'été, on avait parlé beaucoup, je pense, du langage de diversité, d'inclusion de compagnons. Ouais. Fait que je vais juste le plugger parce que je pense que c'était une conversation intéressante. Mais aujourd'hui, je pense que l'idée là-dedans, c'est les deux, selon moi. Nous aussi, on a un gros programme, en fait, un service compagnon qu'on offre là, dans tous nos sites. La demande est toujours de plus en plus populaire, débordante. On a de plus en plus aussi de besoins par rapport à nos jeunes qui sont neurotypiques, là, qui sont vraiment plus dans le besoin différent. Du genre, OK, en ce moment, les 5 ans mordent tout le monde parce que conséquence de la COVID. Donc, ces choses-là qui, pour nos animateurs, non, animateurs, animatrices, vont avoir un réflexe de « Ah, mais là, moi, je peux pas gérer ça. » Ça, c'est de... Fait que c'est vraiment il y a plus de besoins différents. En même temps, on a des animateurs et des jeunes qui ont des comportements ou des habiletés qui sont autres par rapport à la gestion de ces comportements-là, qui sortent du lot, on s'entend, là, c'est fait de ça, les camps, là, mais quand même. Donc, de mettre en place ces deux-là en même temps, qu'est-ce que je peux offrir comme service? C'est quoi les attentes? C'est quoi mes responsabilités légales? Mais c'est quoi la mission? Puis où est ma limite? Je ne veux pas offrir un service qui, honnêtement, risque de faire du tort aux jeunes ou à la jeune que j'accueille, à l'employé que je tente de fidéliser, de vivre une expérience. Mais il faut vraiment, je pense, faire le travail en ce moment. Est-ce que c'est quelque chose qui est difficile puis que je peux t'accompagner? Ou c'est quelque chose on s'est mis vraiment dans une situation impossible, qu'on devrait arrêter l'accueil ou de rediriger cette ressource-là ailleurs? Vers un camp qui
qui est peut-être plus spécialisée aussi Oui. en besoins particuliers parce que Et encore là, ça, ils sont de moins en moins nombreux avec moins de ressources. Avec de t'sais. moins en moins de ressources, effectivement. ça. Mais comme admettons, je pense que des fois c'est plate parce que ça prend des décisions plates, mais des fois, comme dans l'analyse avec la rencontre avec le parent au niveau du profil du jeune, des fois, c'est plate de se l'admettre, mais probablement qu'il serait peut-être mieux pas dans notre organisation si admettons, la personne est en fauteuil. Chez nous, c'est un dénivelé incroyable. Il y a des marches partout. C'est sûr que rendu là, nous, on veut l'adapter pour que ça soit accessible à tous, mais il y a comme des... Il y a comme des paramètres, des fois, chez certains enfants, qu'on le sait qui seraient beaucoup mieux accompagnés ailleurs. Ouais. Pas parce qu'on veut pas l'accueillir, plus que on sent que ce qu'il y aurait comme expérience puis ce qu'il y aurait comme accompagnement dans une autre organisation serait peut-être plus à l'image de ses besoins. Puis moi, ce que je me posais comme question, puis je lancerai un petit peu la question à tout le monde dans la salle, que vous soyez un camp à besoins particuliers ou non, vous, c'est quoi vos critères de recherche dans un accompagnateur, dans le fond? Est-ce que vous recherchez quelqu'un en éducation spécialisée? Un diplôme, ouais. Est-ce que vous cherchez, même, on parle de faire revenir des gens qui sont éducateurs, qui ont même 40 ans passés pour venir accompagner des jeunes? C'est une solution parmi tant d'autres. Est-ce que vous cherchez quelqu'un qui aurait pu être animateur, mais qui a cet intérêt-là, qui devient comme plus un grand frère, une grande sœur pour accompagner le jeune? Bref, puis peut-être qu'il y a d'autres choses aussi, là, sûrement, en fait. Mais vous, c'est quoi vous recherchez au niveau de l'accompagnement chez un employé que vous considérez comme, OK, ceci est un accompagnateur dans mon équipe, il accompagne des enfants? C'est sûr, pour ce qui nous concerne, c'est sûr que des fois, on a besoin de quelqu'un de spécialiste parce qu'on a tendance à rencontrer des enfants qui ont des traumas. Donc, c'est vraiment triste, mais de plus en plus, on en voit. Et puis là, moi, personnellement, je ne peux pas laisser l'enfant avec un employé ordinaire. Là. Donc, il faut aller vraiment chercher quelqu'un de spécialiste pour l'accompagner. Vas-y, non. Pour moi, il y a comme deux choses différentes. Il y a effectivement la question des cas, là, je m'excuse, ça va avoir l'air grossier, mais diagnostiqués sont clairs, ça vient avec un ratio. Là, je trouve que c'est plus facile à traiter du point de vue de l'organisation. Après, il y a la zone grise de ce que tu as appelé plus les comportements un peu spécifiques, atypiques, où là, puis moi, on l'a entendu cet été, il y a beaucoup de parents qui savent là, que leurs enfants ça se peut que ce soit un peu complexe, mais ils le disent pas nécessairement parce que j'ai besoin d'une place, par exemple. Ouais. Puis là, ça pète 2-3 semaines plus tard dans les mains d'un animateur qui sait pas trop comment gérer ça. Fait que la zone grise, elle est vraiment à ce niveau-là. Fait que comment on fait avec les ressources qu'on a pour le rencontrer, cet enjeu-là? Ça semble vraiment complexe. T'sais. Il y a des gens du côté opposé de la salle qui voudraient prendre la parole. Mais je pense qu'un aspect qu'il faut considérer, surtout post-COVID, mais post-COVID, on est quand même là-dedans, c'est que les besoins des familles et des jeunes ont changé. Il y a beaucoup de troubles ou traumas qui existaient déjà, que la pandémie a, je connais juste le mot en anglais, exacerbate, they brought them forward. Accentué, c'est ça, voilà. Puis je pense qu'il y a aussi un aspect à considérer quand on parle d'animation, réalité de camp, etc., c'est que les barrières que ces jeunes vivent ont toujours existé dans nos systèmes. Ouais. C'est que là, on vit dans un moment où on voit à quel point sont des barrières pour des jeunes qui vivent des difficultés un peu plus élevées à cause d'un trauma, le plus gros trauma partagé dans le monde, le COVID. Tout le monde a eu un moment de trauma là-dedans. Est-ce que c'était financier? Est-ce que c'était émotionnel? Est-ce que, bon, je vais élaborer là. On s'attend que les jeunes, soit qu'ils vivent eux-mêmes ou ils le vivent à travers le stress de leur famille et leurs parents. Mais en tout cas, je veux juste dire que je pense que oui, il y a un aspect, OK, c'est qui qu'on embauche, c'est qui les animateurs, mais surtout quand on parle de la zone grise. Ouais. Oui, il y a des éléments que peut-être ça dépasse ce qu'on est en mesure de faire. Mais je pense qu'il y a une réflexion à dire, est-ce que ça dépasse réellement ce qu'on est en mesure de faire? On fonctionne avec des systèmes qui s'étaient anciennement conçus pour la réalité qui n'est pas le nôtre en ce moment. Et je pense qu'aussi il y a un questionnement au niveau de nos fonctionnements, nos systèmes, nos attitudes, les barrières qui existent, de vraiment faire une analyse à travers ces barrières-là pour savoir lesquelles qu'on peut influencer et changer et lesquelles qu'on ne peut pas. Exemple, des escaliers par fauteuil roulant.
sans bourse, sans rénovation, c'est un peu plus difficile. Mais quand on parle de la façon dont on forme nos animateurs pour comprendre la responsabilité et la psychologie de la jeunesse, l'impact du COVID, c'est quoi le trauma, comment ça impacte la famille, est-ce qu'on a quelque chose qu'on peut faire à ce niveau-là? La façon dont on fait les inscriptions, qu'on forme une relation avec le jeune. Je pense qu'il y a aussi des choses qu'on peut contrôler dans nos systèmes, mais il faut prendre le temps d'analyser nos systèmes. Puis je pense dans le cas surtout, on n'a pas toujours le temps, parce qu'il y a tellement de choses, puis on est tellement en mode crise et gestion de tout ça. Mais à un moment donné, si on veut être moins dans le réaction, il faut prendre le temps de vraiment répondre à un besoin, d'analyser le besoin. Moi, je crois toujours que la meilleure intervention qu'on peut avoir, c'est de la prévention. Mais comment on crée le temps pour faire de la prévention dans nos systèmes? Tu fais quoi, Ben? Excusez? C'est quoi ton travail, non? Oui, c'est quoi mon travail? Je suis, dans le fond, spécialiste en loisirs thérapeutiques, dans le fond, et je suis éducateur en diversité, équité et inclusion. Fait que, tu sais... En fait, c'était pour enchérir aussi sur le fait qu'on a une réalité, là, surtout au niveau des inscriptions. Les parents ont vraiment besoin d'un service qu'ils ne mentionnent pas. Puis on arrive à la semaine 1 avec des cas où clairement l'enfant a des besoins très, très particuliers et que nous, on n'a pas engagé en fonction de ça parce qu'on ne le savait pas. Là, on se pose la question, est-ce que c'est notre processus d'inscription qui ne fonctionne pas? Est-ce que c'est les questions posées qui ne fonctionnent pas? Est-ce que c'est encore là, nous, notre réaction qui est trop rapide au fait de « Ah, non, nous, on n'est pas capable de répondre à ce besoin-là. » Mais qu'au final, si on se creuse un peu la tête ou qu'on va chercher de l'aide à gauche, à droite, on serait peut-être en mesure d'offrir à l'enfant un milieu sécuritaire. Fait que ça devient difficile de savoir par où on commence. Mais définitivement, c'est une super intervention, super le fun. Ton nom, c'est? Joanie. Salut, Joanie. Tu l'as-tu rebondir là-dessus? Oui, bien, en fait, ce que je trouvais super intéressant, puis je me dis, crime, si on fait ça, ça serait quoi les répercussions? Là? Mais comme tu dis, puis ça m'arrive aussi, personnellement, il y a de plus en plus de parents qui cachent que leur enfant a une particularité, soit parce qu'ils veulent pas justement que l'effet Pygmalion se continue de l'école au camp. Puis admettons, ça doit sûrement vous arriver aussi qu'au camp, il n'y a pas besoin de médication, l'enfant. Mettons, au camp, c'est différent. Là. Mais c'est un peu à la blague, mais... quel camp, mettons, sans besoin particulier qui va dire comme « Nous pouvons accompagner votre enfant, voici les procédures ». Mettons, une grosse affiche, là. On le fait tout. Puis on a des sections dans nos programmations pour expliquer justement l'accompagnement. Mais à quel point qu'on dit « On peut accueillir tous les enfants, peu importe leur particularité, appelez-nous, on va trouver l'accompagnateur et tout. » Tu sais, c'est plate à se dire, mais mettons, ça serait quasiment de se tirer dans le pied ou... Ah, mais je pense pas que c'est vers ça faut que t'ailles. Moi, ce que je retiens beaucoup là-dedans, que je trouve intéressant, c'est que des fois, tu sais, comme la question que tu te posais, moi, si je vois une chaise roulante, je sais que c'est pas possible pour moi. OK. Mais pourquoi qu'à chaque fois, je pense que le réflexe à garder là, pour se regarder sharp, puis se donner une piste de commencer à travailler sur nos systèmes, c'est j'en ai combien de demandes pour des chaises roulantes? Pourquoi j'ai autant de monde qui veut venir chez moi en chaise roulante? Là, j'adresse-tu la question pour vrai? Là? À chaque cas, je vais-tu vraiment prendre le temps d'essayer de comprendre? Ah, finalement, c'est pas une chaise roulante, c'est une marchette. OK, peut-être. Fait que c'est juste d'être conscient que pour être efficace, c'est comme ça qu'on fonctionne, même dans les questions d'accompagnement. Des fois, on va se mettre dans des situations où est-ce qu'on a déjà décidé que ça n'allait pas fonctionner parce qu'on l'a déjà expérimenté, on a déjà lu une demande comme ça, ça ne marchera pas par nous. Puis là, je pense que c'est là que tu perds un peu ta profondeur d'être capable de réguler. Tu sais, ton thermomètre, là, il vient de perdre un peu ses données quand tu fais ça. Fait que juste d'avoir une approche comme ça, c'est déjà continuer à penser à quel espace ça prend chez toi, puis là, je fais quoi avec ça, tu sais, comme tel. Il y avait ici... Parfait. Éric, on gère 22 camps de jour, 750 employés. C'est pas pour me vanter du tout, mais t'arrêter t'examiner. Moi, je vends le plaisir aux enfants. Je suis un peu à part de vous, faire le lien. L'école, le camp de jour, l'apprentissage, non. T'as appris toute l'année, viens t'aider l'été. Fait que l'enfant particulier, on l'a pas. J'ai pas d'éducateur spécialisé qui va suivre de compagnon. On essaie à l'interne. Et ce qu'on a découvert, c'est oui, avant l'enfant, tu roulais le moniteur, l'emmenais au responsable de camp. Mais là, le responsable de camp, son bureau débordait de gens. L'été passé, on a créé un coordo d'intervention qui, lui, va, aller chercher le jeune dans le groupe, travailler avec lui, être capable de le remettre, suivre que les parents sont, essayer d'aider. On a aussi dans la structure des coordonnateurs de terrain qui se promènent et avant le rôle, tu as 10 animateurs. Fait que tu vas t'assurer la planification, ce qu'ils font de la gestion des demandes, des chansons. Fait que c'est
c'est une supervision d'employé, ça serait qualité de terrain. Mais là, on s'est rendu compte que je ne peux plus superviser, puis ça rattrape le sujet d'avant, un 16 ans. Il n'y a pas les aptitudes, il n'y a pas la maturité, il ne me fera pas ma qualité. Fait que taper dessus, je vais le perdre, puis une main-d'œuvre. Fait qu'on revoit le poste de coordonnateur terrain en disant coordonnateur d'accompagnement animateur. Fait que si mon animateur, il a de la misère, parce qu'un jeune qui a de la misère, puis lui, il a de la misère au départ, mais j'en ai été accompagné de travailler avec ce jeune-là, ton groupe, un petit peu comme l'atelier d'hier que vous avez donné, le YMCA, qui était bon. Fait qu'on a changé ce poste-là, de dire, mais ton cordeau, mais là, tu vas venir accompagner l'animateur, les jeunes en difficulté. Fait qu'une autre approche, fait que là, je suis capable, comme d'arrêter d'aider les enfants qui sont réguliers, mais qui ont des difficultés pendant la journée, le groupe, etc. Je ne sais pas si ça peut t'aider, c'est du personnel, c'est de la structure, du salaire de plus, mais nos moniteurs aiment cet accompagnement-là parce qu'ils sont outillés à travailler sur les défis de l'été. Merci beaucoup du partage, Éric. Il y avait ici Yannick. Je trouve qu'à un moment donné, on se met un peu aussi la tête dans le sable un peu. Tu sais, les dernières années, on parle d'inclusion, c'est important. Santé mentale, c'est important. L'accompagnement, c'est important. Table day, c'est important. Attends une minute là. On a 50 heures de formation. Il y en a qui font ça 3 jours avant que le camp débute. Et là, on a de plus en plus de charges à dire, ah, là, il faut leur montrer ça. Et là, il faut qu'ils soient formés là-dedans. Et dans le fond, on n'a pas changé notre système. Puis, le même travail à l'école, pour venir avec l'école, les autres ont des bacs. Les autres ont passé 5 ans à faire ça. Nous autres, pour cette semaine, là, attendez, il faut leur montrer ça, il faut leur montrer ça. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut se questionner aussi. C'est quoi notre rôle? Puis jusqu'où on peut aller. Parce qu'on sait tous, on est tous des superwomen, puis des Batman, puis on veut tous sauver. À un moment donné, est-ce qu'on peut y arriver avec ce qu'on fait présentement, ou il faut changer la formule, puis se dire, on a besoin de beaucoup plus de formation, et peut-être de la formation continue à l'année, même si nos employés ne sont pas là chez nous à l'année. À un moment donné, il y a du temps aussi pour les former. Il faut être logique aussi. Mais est-ce que tout le monde doit tout faire? Partenariat. Ça ne veut pas dire, je pense, que tu peux pas offrir des choses, mais ça, est-ce que tout le monde veut tout faire? Il y avait Corbin ici, puis on va aller en arrière après. Oui, merci beaucoup. Ben, c'est un peu sur ça que je voulais revenir. Dans le fond, moi, je suis dans un camp spécialisé, puis j'ai travaillé aussi en camp de jour régulier dans un programme d'intégration. Mais oui, les parents veulent tellement intégrer les enfants, puis ils veulent qu'ils vivent l'expérience camp avec des jeunes neurotypiques, mais il faut savoir mettre la limite aussi. Moi, j'ai accompagné un jeune qui ne devrait pas être en camp de jour intégré, chez éducatrice spécialisée, il ne devrait pas être là. Fait que c'est aussi les camps de mettre la limite de savoir référer aussi dans les camps qui sont spécialisés, où il y a des éducateurs, où il y a des intervenants qui sont là, pour justement pas mettre les jeunes aussi à risque. J'ai vu des accompagnateurs super jeunes, 16-17 ans, c'est pas des éducateurs spécialisés rendus là. Puis de leur donner une formation de PES, c'est quand même une technique, là. On peut pas leur shooter. Ah ouais, c'est ça. C'est ça l'affaire. Ça vient un peu. Nous, on donne la formation spécialisée parce qu'on est avec une clientèle spécialisée. Fait qu'on axe un peu plus là-dessus pour nos jeunes, mais on a des intervenants aussi qui sont là, qui sont un peu plus formés, qui ont un background. Fait que je pense qu'à un moment donné, il faut savoir mettre une limite. Puis c'est aussi pour les jeunes de ne pas leur faire vivre un échec. La dignité de l'expérience, c'est tellement au cœur de ce qu'on fait, là. Ouais. Oui, on va les intégrer, on va faire plaisir aux parents. Ouais. Le jeune en tant que tel, est-ce qu'il va passer un bel été ou il va faire des crises? Il va être rejeté, il va être... C'est là aussi qu'il faut faire attention puis savoir, justement, c'est qui les camps qui peuvent nous aider, c'est qui les ressources. Si les camps sont pleins, c'est quoi les ressources, par exemple, des CIS ou, Oui, exact. Logique partenariale. Ben, de là à penser justement que, à avoir, je pense, en arrière-pensée que l'accompagnement devrait être visé vers l'intégration dans les camps qui ne sont pas à besoin particulier et à besoin particulier. Comment je pourrais m'exprimer? Mettons, moi, je pense que ma limite au niveau de ce que je peux offrir aux parents, c'est que si, admettons, l'enfant, même s'il n'est pas neurotypique, mais qu'on est capable de l'accompagner dans un groupe régulier, mais c'est ça qu'on vise versus que si, admettons, on sait que l'enfant, ça ne sera pas adapté pour lui d'être dans le groupe, au niveau du groupe non plus, ça va, je pense, miner l'expérience du reste. Fait que je pense que c'est un super bon point. Peut-être aussi, le fait d'avoir, mettons, un intervenant qui puisse agir à titre de rôle conseil auprès des parents. Oui, définitif. Mais qu'il soit formé pour ça. Exactement. Exact. Parce qu'à un moment donné, il a été bon avec Timmy, tu sais. Non, c'est ça. La licence intellectuelle, ouais. du TSS,
Ça apprend l'expertise à un moment d'avoir au donné. moins un poste d'intervenant, rôle conseil auprès des animateurs, puis justement qui est sur le terrain. Ça va bien d'avoir quelqu'un qui est dans les bureaux aussi. Définitivement. Sur le terrain, qui met des outils en place. Tu sais, puis Sur la prévention. je pense que l'idée est là, c'est qu'on veut pas former tout notre monde. On peut, ceux qui vont avoir de l'intérêt, qui vont comme apprécier ces interventions-là, vont peut-être pouvoir aller dans cette direction-là. Puis c'est vraiment d'y aller avec ça aussi. Tu sais, je pense que ces gens-là, je veux dire, on peut essayer de recruter après ça de la main-d'œuvre puis aider de la spécialiser, mais de pas non plus fermer si c'est juste des comportements, c'est juste cette personne-là qui va y être attachée non plus. Fait que c'est vraiment de regarder ça au point de vue là, gestion de l'équipe, vraiment mixé à ce point de vue-là. Là. Il y avait Corben ici, puis ensuite on va aller en arrière de toi, François. Moi, je voulais juste retourner un peu aux parents. On parlait des zones grises, des jeunes qui se pointent zone grise, si on veut nommer ça comme ça. Les parents ne nous disent pas. Est-ce qu'on prend le temps pour poser pourquoi? Pourquoi les parents nous disent? On sait qu'ils ont peur qu'ils vont pas avoir une place, ils ont peur de faire des stéréotypes, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour les rendre à l'aise de communiquer ces informations-là? Comment qu'on peut changer la façon? Est-ce que c'est la façon qu'on présente sur le site web? Est-ce que c'est dans notre processus d'inscription? Comment qu'on communique, qu'on est ouvert d'esprit et qu'on veut comprendre les besoins des jeunes pour qu'on puisse mieux les aider? Comment qu'on met le focus sur une meilleure collaboration parentale pour assurer que le jeune vive un succès? Puis je pense que, si on vit des situations surprises, comme on connaît toutes des situations surprises, ça arrive souvent, mais comment qu'on peut, un peu systémiquement, mais aussi interpersonnellement, changer cette dynamique-là pour que les parents se sentent plus inclus dans l'inclusion de leurs jeunes. Puis, juste en faisant ça, ce partenariat, le pont, dans le fond, qu'on construit avec ces parents-là, dans mes expériences, on ne s'attend pas dans tous les cas. Il y a des parents qui sont dans le déni, il y a des parents qui ne sont pas toujours collaborateurs. Par contre, qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils ne sont pas collaborateurs? Parce que son jeune se fait étiqueter à l'école. Ils se font toujours dire pourquoi le jeune ne fait pas ça, ne fait pas ci. Est-ce qu'il y a l'esprit de manque de collaboration? Est-ce que c'est à cause du parent ou est-ce que c'est à cause des systèmes que le parent vit avec son jeune et comment que nous, les camps, on peut faire ça autrement pour que la famille se sente inclue, pas juste le jeune. Puis je pense qu'en faisant ça, puis j'avais déjà vu que dans mes expériences dans le passé, c'est que en fait, il y a des jeunes, quand tu fais ça, ils ont moins besoin d'accompagnement. Parce que là, tout le monde travaille sur la même équipe. Tout le monde comprend c'est quoi les limites. D'abord, il y avait des jeunes qui faisaient justement un TSA, qui étaient accompagnés pendant 1 an ou 2, puis pour le reste de son acheminement de cœur, il n'y avait plus besoin d'accompagnement. Parce qu'il y avait une collaboration parentale, parce qu'il y avait une collaboration animateur, gestionnaire, etc. Puis qu'est-ce que ça fait? Ça crée plus d'accompagnement pour d'autres jeunes qui ont des besoins encore plus élevés. Mais si la culture du camp ne change pas, ça va être très difficile à y arriver à cette collaboration éponge avec la famille ou service autour du jeune. Est-ce qu'on parle avec un travailleur social? Est-ce que le jeune a d'autres ressources? Puis est-ce qu'on fait appel à ces ressources-là externes qui peuvent nous aider? On les paye pas, nous. C'est des ressources que le parent paye pour, le gouvernement paye pour, qui peuvent venir donner un coup de main à l'animateur. Il peut dire, OK, je rentre pendant 1 heure, j'observe, puis je vous donne des coups de pouce. Tu vas voir avec les parents si ça marche. Puis là, il part. Puis en faisant ces collaborations-là, vraiment centrées sur le besoin du jeune, puis en amenant toutes les parties prenantes, si on veut dire, de développement de ce jeune-là, mais comment en fait ça déload le camp pour encore aider les jeunes qui ont encore plus de besoins comparativement à des jeunes qui sont plus faciles à aider dans nos structures qui existent, mais en changeant les systèmes dans nos structures. Parce que, tu sais, ça, un exemple concret de ça, pour moi, Ben, c'est OK, oui, nos animateurs utilisent le bon langage, on comprend bien notre mission puis les actions, mais notre site web, c'est ça, tu l'as dit, mais mon service à la clientèle, s'il est décentralisé, la personne qui va répondre, la personne qui écrit le courriel, ces notions-là, est-ce que c'est globalement bien compris pour quand le parent appelle, puis il n'a pas posé la question, là, mais il a mentionné, ouais, mon jeune va à X école. C'était quoi la réponse de la personne au téléphone? Je ne l'ai pas noté. Ouais. Tous ces petits détails-là mis ensemble font l'expérience parent qui va construire un lien de confiance ou pas avec des jeunes qui sont à besoins différents. Puis honnêtement, on peut tous se dire comment qu'on devrait le faire. La meilleure façon d'y aller, c'est de leur poser directement la question à un moment donné aussi, là, tu sais. Il y avait derrière toi, François, ouais. Oui. Moi, je peux vous parler de notre expérience. Quand je suis arrivée en 2019, en tout cas, nous, dans notre coin, il y avait comme un transfert de responsabilité par rapport au fait que, comme camp, nous, on est pratiquement le seul camp de jour de la MRC. Donc, où est-ce qu'on ne pouvait pas dire à un parent qui avait un enfant qui avait des besoins particuliers, non, on ne peut pas l'accepter. Il fallait comme mettre toutes les mesures en place pour s'assurer qu'on était capable d'accommoder.
Donc, dans cette optique-là, moi, je suis allée chercher du financement supplémentaire plus par rapport à des ressources privées ou encore avec les partenaires du milieu pour avoir des sous pour embaucher du personnel supplémentaire pour accompagner les jeunes à besoins particuliers. Nous, on a travaillé en collaboration avec l'URLS, avec le CIS aussi, le Centre jeunesse, les gens de CLSC qui étaient très impliqués auprès de cette clientèle-là. C'est sûr que nous, comme on est dans un petit milieu, nous aussi, on a eu des surprises. Puis quand on a les surprises, le modèle qu'on a, dans le fond, c'est qu'au mois de janvier, ceux qu'on connaît, on contacte les parents, puis on leur dit, l'été dernier, ça a été quand même un peu difficile, puis on croit que votre enfant, pour qu'il soit mieux accompagné, on vous offre la possibilité qu'il soit accompagné d'une personne. C'est sûr que le choix des personnes qui accompagnent, je dirais que c'est un entre-deux, c'est des personnes qui ont un intérêt vers aider des enfants qui ont des besoins particuliers. Nous, ça fait 3 ans que ça existe, puis on a aidé à peu près, je pense, on a supporté entre 12 et 25 enfants par été. Donc, c'était quand même pas rien. Puis, il y en a qu'on découvrait en plein milieu d'été, puis on ajustait nos ressources en fonction de ça. C'est sûr qu'au niveau des ressources, le premier été, on avait comme embauché des personnes qui étaient vraiment dans ce domaine-là, mais tu sais, la personne, elle arrive, puis en tout cas, il y en a une, c'était catastrophique, elle a dû se rendre compte qu'elle n'était pas dans son domaine. Fait que, dans le fond, maintenant, on n'y va plus là-dessus. Tant mieux s'ils ont des compétences, puis qu'ils sont en éducation spécialisée, en relations d'aide et tout ça, mais l'intérêt majeur, c'est vraiment que nous, on a des moniteurs pour l'animation et on a des moniteurs de soutien, c'est vraiment comme ça qu'on les appelle. Oui. Puis, il faut qu'il y ait un intérêt à vouloir faire du 1-1 ou du 1-2 avec des jeunes qui ont des particularités. Puis, nos jeunes, c'est des LGT, des TSA, des TDAH sévères. Puis, il y en a d'autres qui ne sont pas diagnostiqués, mais qui sont aussi problématiques que ceux-là. Fait que, dans le fond, ils agissent, je dirais, j'aime bien l'exemple que tu as donné tantôt, plus comme un grand frère, grande sœur bienveillant. On a une intervenante aussi au niveau du camp de jour qui est là pour supporter justement. Puis, c'est dans le fond, ce que le monsieur disait là-bas tantôt, nous, on a vécu cette expérience-là, que, tu sais, un jeune, là, quand on l'a eu la première année, vraiment, on avait beaucoup d'interventions. Puis, à un moment donné, l'année après, les moniteurs me disaient « non, celui-là, on n'a plus besoin d'avoir de moniteur de soutien parce qu'il a comme intégré les routines du camp. » Fait que, en tout cas, nous, c'est un peu la formule qu'on a, puis ça fonctionne vraiment bien. Puis, je dirais que dans l'ensemble des enfants, il y a peut-être 2 enfants avec qui ça n'a pas fonctionné, mais on travaille vraiment en collaboration avec les parents. Puis, tu sais, on fait en sorte que, tu sais, nous, au camp, on fait tout notre possible, dans le fond, pour que ça fonctionne. Mais quand il y a des situations qui ne fonctionnent pas, dans le fond, ce qu'on dit aux parents, je pense que ça ne serait pas lui rendre service là, que de le garder ici. Mais comme, tu sais, je pense qu'en 2019, 20, 21, 22, à peu près sur une centaine d'enfants, ça nous arrivait avec 2 enfants. Puis, tu sais, quand on peut pas garder, il faut pas le voir comme un échec non plus, quand on a vraiment l'impression d'avoir fait ce qu'on avait à faire. Puis que ça, peut-être les émotions sont mélangées là-dedans par rapport du parent ou de l'enfant, mais de pouvoir amener sur le terrain, tu sais. Moi, je pense que, qu'est-ce qu'on recherche, là? On cherche des gens qui sont littéralement prêts à démontrer qu'ils sont capables de s'adapter puis s'ajuster. Parce que avec ces 2 éléments-là, sinon, on va vraiment pas loin là, dans ce concept-là. Je pense que dans nos valeurs puis dans nos missions collectives, là, je suis convaincu que toutes les entreprises ici, quand on partage des valeurs, des missions assez communes, mais je pense que collectivement, au niveau de l'accessibilité, ça nous touche énormément, puis c'est difficile de ne pas être émotif quand tu as une personne que tu veux vraiment, vraiment accueillir, que tu as fait tous les efforts nécessaires, puis tu te dis « crime, je pourrais pas l'accueillir », puis admettons, il y a peut-être plus de place dans le camp à besoin particulier qui est comme près de chez nous, fait que tu sais, ça nous brise le cœur, c'est sûr. Je pense que si on est capable, mettons, de faire tous les efforts possibles, rendu là, on l'aura prouvé, mais c'est sûr que c'est vraiment difficile. Mais quelques éléments que je l'ai mentionné en tant que camp de Montréal. Bonjour. Quand on parle... Je veux pas faire 1 heure sur l'accompagnement, mais dernière intervention.
ça Ouais. rapide. Puis on peut prendre d'autres personnes. Puis on peut prendre d'autres personnes. Comment y allait quand on entend parler, parlez à vos CIUS, c'est compliqué, mais ça vaut la peine parce que les CIUS se sont mobilisés depuis les dernières années. Des fois, ils sont pas exactement certains comment ils vont vous aider, mais ils sont là, sont disponibles. Donc, le temps qu'on pense perdre, honnêtement, moi, je vous le dis, là, ça vaut la peine d'essayer de contacter proche de vous, c'est qui le CIUS, comment poser la question, à qui il faut que je parle. Quand vous voyez le nom des écoles rentrer dans vos inscriptions, allez voir à l'école, OK, qui à votre école serait disponible pour cet été? Ah, ça se peut que ça change, c'est pas grave, je vous laisse mes coordonnées parce que vraiment, de démarcher ça, là, ça va vraiment vous permettre de vous sauver du temps plus tard. C'est tout. Dans chaque région, vous avez des organismes, des fois méconnus. Là, on parle d'accompagnement, mais si on parle d'immigration, nouveaux arrivants, je suis un peu mon chapeau du URLS, là. Si le CIUS ne peut pas nécessairement vous référer, répondre à votre besoin, il peut vous référer, puis souvent, ils sont vraiment méconnus. Mais une fois qu'on rentre dans le loop, on sort avec plein d'outils, on parle de formation pour notre monde, tout ça. Il y a plein de formations gratuites qui existent. Généralement, le défaut de ça, c'est que c'est par petits lots d'êtres humains. C'est des petits groupes, mais ça existe. Il faut juste pour faire des petits coups de tête. Un gros merci. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous nous amenez dans un nouveau sujet? Un petit. Je pense que c'est permis. Oui, tout à fait. Moi, c'est Patricia. Je suis coordonnatrice dans un camp de jour, municipal. Une municipalité d'environ 33 000 habitants. On a 1100 enfants par été. Ah ouais, quand même, wow! Oui, quand même une bonne gang. On est sur 3 sites. Quelle ville? Saint-Georges. Oh. Fait qu'on est en Beauce. Moi, ce que je trouve de plus en plus, c'est qu'on est beaucoup exigeant avec nos animateurs. Puis, je m'exclus pas dans ça, mais je trouve que c'est quand même beaucoup demandant pour un jeune de 16 ans d'arriver, de gérer un groupe de 15 ans, de 15 enfants. Il n'a jamais fait ça. D'avoir une programmation qui est dynamique, qui est sa coche, d'être bon pour animer autant du soccer qu'un bricolage, d'être bon pour faire des bracelets, de contrer la glissade de l'été, de tous ces programmes. De faire de l'intervention sociale, de la médiation de chicane, de l'apprentissage positif de Noé. Puis de se gérer aussi en tant qu'adolescents, ils sont en pleine découverte, ils essayent de se créer une personnalité dans tout ça, puis ils sont là pendant 6, 7, 8 semaines. Ouais. On leur offre une fin de semaine de formation, de genre vendredi 5h à dimanche 5h, puis on leur bourre le crâne, puis c'est genre, après ça, appliqué. Mais je trouve que c'est ça. Puis tu sais, je parlais de ça hier aussi avec ma collègue. Puis j'étais là, tu sais, dans notre temps d'animateur, parce qu'on n'est pas si vieille, mais ça a changé quand même. On était là, tu sais, l'avant-midi, on animait, l'après-midi, c'était libre. Mais là, on est genre, non, là, telle journée, il y a ça, telle journée, il y a ça. Là, on est en sortie. Là, il faut que tu gères le groupe, ils sont à la piscine. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui tombe. Faut qu'ils aient toutes leurs vestes. Il faut que tu es sur le bord de la rivière, fais attention. Je trouve que c'est vraiment... c'est quand même beaucoup demandant pour des jeunes de 16 ans de faire tout ça. Puis je sais pas comment qu'on... Après ça, je me demande, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de rétention de personnel parce que, justement, c'est difficile. Puis est-ce qu'il te témoigne de ça, de l'aspect de qu'ils sentent une certaine pression ou qu'ils se sentent pas assez formés ou même... c'est quoi, admettons, les discussions qui en découlent avec votre staff à ce niveau-là? Est-ce que... Dans le fond, y a-t-il un moment où ce que vous vous dites comme crime, m'en leur poser la question, ouais, comment ils se sentent, vient d'où, mettons, là, comme comment ils se sentent avant, parce que des fois sans leur parler, on assume qu'ils sont soit bien ou pas bien, mais je pense qu'il faut vraiment le savoir. Oui. Mais c'est ça, mettons, y a-tu des moments où ce que tu dis comme crime, ça peut-être que je pourrais moi jouer là-dessus comme gestionnaire pour Oui, tu sais, je suis sûrement pas la seule qui le vit, que genre la première semaine, il y en a un qui fait genre c'est quoi ça, je m'en vais, tu sais, genre après 2 jours, il fait ciao, voici mes clés, puis à jamais, genre je reviens jamais ici, là. Vous êtes une gang de fous, là. Fait que tu sais, je suis sûrement pas la seule qui le vit. Fait que tu sais, à un moment donné, c'est tout des événements comme ça que tu t'en arrives à un constat que tu fais genre c'est vrai qu'on est peut-être beaucoup exigeant, là. Puis, tu sais, je comprends que, tu sais, on leur demande aussi d'être le côté culturel, de parler peut-être plus qu'une langue, parce qu'on a, tu sais, on a différentes cultures qui se joignent au groupe. Puis là, il faut qu'ils travaillent avec tout ça
Tandis que, c'est ça, ils se sont même pas encore découverts comme personne. Ils savent, tu sais, le 3/4, ils savent même pas, hey, moi, dans tant de temps, je vais faire ça, je m'en vais étudier en ça. Ils savent tous pas ça, mais je trouve que... Mais c'est super intéressant ce que tu soulèves, parce que moi, dans ma vision, là, c'est parce qu'ils vivent des expériences comme ça qu'ils arrivent à trouver qui ils sont, etc. Ça veut pas dire qu'il faut pas bien les accompagner, là. Fait que, tu sais, François posait la question... Où est-ce que l'influence... Qu'est-ce qui fait que c'est aussi stressant? On a nommé des affaires, beaucoup de choses différentes, peu de temps pour get on. Avant qu'ils le fassent pour la première fois, là, ils savent pas. Hein, tant qu'on se rend là. Fait que ça, c'est déjà des petits facteurs sur lesquels on peut penser comment je peux influer ça. Là, c'est à vous de voir, là. Mais tu sais, moi, là, on le fait cette année, je suis bien contente, on a un plan depuis longtemps. Ma gang, je les engage trop en février. On a un camp de relâche qu'on met sur pied. Ils vont venir faire des stages de relâche. Puis, je profite de mon programme avant et après école pour qu'ils viennent commencer leur formation pratique. Fait que quand on va tomber sur la formation plus hardcore, ils vont déjà avoir vu de quoi on parle. Puis, la première journée de camp, c'est pas la première fois qu'ils vont parler à 15 enfants. Ouais. Fait que ça, pour moi, c'était une façon... Ouais. OK, il faut vraiment que je leur donne un chemin qui est moins intense à gravir, puis je leur laisse leur temps de « Oh, ma première expérience a été intense, je suis pas sûre, mais bon, tu sais quoi? J'ai connecté finalement avec Jimmy, c'est le fun, je pense que je vais vouloir rester. » Fait que c'est d'adapter toute ta notion, par contre, parce que tu commences tes choses plus tôt, mais tu essaies de te garantir une expérience plus positive pour eux sur le long terme, tu sais. Qu'on parle beaucoup d'attentes de parents. Moi, ça vient des attentes de parents, là, comme, tu sais, je viens de donner la réponse, mais je voulais savoir pour toi, pourquoi tu penses qu'on est arrivé à s'attendre autant d'eux autres? Est-ce que moi, je pense que c'est beaucoup autour des parents puis du fait que c'est un service, mais il y a probablement d'autres éléments aussi, là. Fait que toi, je sais pas si tu as d'autres observations par rapport à ça. Bien, c'est sûr que la pression des parents est quand même très présente. Tu sais, ils sont faciles sur le message Facebook de genre « Hey, mon enfant, il est revenu avec la bouteille d'eau pleine » ou tu sais... Là, en plus, il faut qu'ils gèrent. Ah, ben il faut que tu t'assures qu'ils boivent. Tu sais, c'est comme les parents, on dirait qu'on est de plus en plus accessible, fait qu'on est de plus en plus facile à rejoindre. Ils ont de moins en moins de difficultés à nous envoyer des messages pour des petites choses comme ça, que genre, peut-être que toute la journée, l'enfant, il a bu à l'abreuvoir. Ouais. Mais tu sais, ça veut pas dire qu'il a traîné sa bouteille d'eau, peut-être qu'il a juste bu à l'abreuvoir, mais je pense que c'est ça. Je pense que vu qu'on est plus capable d'avoir... on est plus accessible aux parents, on a plus de contact avec eux, veut pas, on transfère ça un peu à nos animateurs. Genre, « Hey, j'ai tel parent qui m'a écrit, il paraît que son jeune est revenu la bouteille d'eau pleine, blablabla. » Tu sais, nous aussi, je pense qu'on a une part de responsabilité sur la pression qu'eux, ils peuvent recevoir, là. Parce que, tu sais, nous, les premiers, on leur... Tu sais, c'est ça. Nous aussi, on est capable de leur envoyer un message. Genre, tel enfant, est-ce que tu peux watcher sa consommation d'eau, s'il te plaît? Oui, c'est ça. Fait qu'on a une responsabilité quand même de peut-être faire le temps. Il y avait probablement... Pardon, désolé. Oui, c'est ici. Marie-Pierre de Saint-Donald, une camp municipal aussi. Moi, c'est la ration 1,15. On fait 2-3 fois, vous le dites en... Moi, je trouve ça trop, là, 1,15 pour les moniteurs. Nous, on fait du 2 pour 15, 2 pour... Good for you. Oui, parce que c'est un camp municipal. C'est un camp municipal, puis pour nous, c'est impensable qu'un moniteur peut gérer 15 enfants, qui soit... Même si c'est des 12 ans, là, il y a une monitrice qui a été vraiment expérimentée, ça faisait 5 ans qu'elle était là, puis on a eu un problème, on l'a mis tout seul, puis après 2 jours, elle est venue nous voir, elle dit « Bien, si c'est continu de même, moi, je m'en vais, là, je suis à bout, là. » Fait que je pense qu'il faut vraiment penser à ça, que je sais que c'est difficile, puis je sais qu'on manque d'employés, mais il faut vraiment s'assurer des ratios, là. Je pense que ça va venir vraiment beaucoup les aider, puis nous, moi, en tant que gestionnaire, puis ma coordo, on est toujours à l'accueil, puis c'est nous qui parlons aux parents, c'est nous qui faisons le suivi avec les parents. Les moniteurs, ils ne parlent pas avec les parents, parce qu'ils ont tellement à gérer avec les enfants, ils ont tellement de pression avec les enfants, qu'on se dit, on ne veut pas les laisser avoir la pression d'intervenir avec le parent, d'entendre les parents. Puis, tu sais, moi, je suis pas mère, là, mais moi, toutes mes amies, je leur dis, c'est un peu de votre faute. Je dis, c'est trop intense. Là, mais il y a une notion de partenariat qu'on a peut-être un peu perdu avec les parents, hein? Tu sais, l'espèce de notion de, comme on vend un service de camp, c'est un bon service, il y a de bonne qualité, 5 étoiles, bien, ça influence, je pense, la façon dont certains parents, de plus en plus, consomment le camp de jour ou de vacances. Fait que là, tu arrives dans une notion qui est un peu, mais j'ai payé, c'est un service, puis c'est pas malicieux, là. Je fais juste dire qu'on s'est positionné comme ça, donc on reçoit puis-je avoir le rapport, s'il vous plaît, d'hydratation de mon enfant? Puis-je avoir, etc. Versus... Écoutez, là, c'est un partenariat, cette affaire-là, on est dans l'expérience prolongée, mais il y a vraiment quelque chose à se
sais, les ratios, là, c'est une recommandation. Hein? Ouais. On n'est pas obligé de se rendre là. Ça, c'est vraiment des décisions organisationnelles qui méritent d'être secouées, je pense. Merci de l'avoir mentionné. C'est super important, ce point-là, je pense, sur les parents. Je pense que moi, j'ai fait le switch dans mon organisation. Sûr que la pandémie, il n'y avait plus de relation avec le parent, mais juste avant la pandémie, c'est parce que je trouvais que c'était un peu inégal au niveau de certains animateurs super expérimentés, super habitués avec le déroulement puis la conversation avec le parent. D'autres animateurs qui étaient nouveaux puis que le parent, ça le stressait. Veut pas. Puis je pense qu'il y a des gens aussi que, dans leur personnalité, une fois qu'ils sont juste avec leurs jeunes, c'est les meilleurs animes du monde, puis que le parent y arrive, ils sont comme... Ah oui, là, tellement, là! Ils sont pas trop à l'aise, là, puis ça paraît. Puis je vais revenir juste une mini-affaire là, sur la fameuse première semaine de l'été. C'est sûr qu'admettons, il y a beaucoup de paramètres à considérer là-dedans. On n'a pas toutes les mêmes réalités et tout, mais je pense que quelqu'un qui commence au camp ne devrait jamais être seul avec son groupe la première semaine. Ouais. Il devrait automatiquement, je pense, avoir des duos anciens, nouveaux. Si possible, encore là, comme je vous dis, c'est pas nécessairement facile non plus d'avoir comme « OK, j'ai full d'anciens ». C'est pas la même réalité partout, mais je pense que d'inspirer puis d'essayer de faire comme justement des duos dynamiques qui vont comme se compléter, ça va vraiment faire en sorte, je pense, que vos nouveaux vont se sentir... Puis ça vous aide aussi dans votre culture de camp. Ouais. Je veux dire... Si t'es capable de mobiliser un ancien, viens me faire la première semaine, come on, tu sais, je sais que ça peut te faire du bien, parfait, mais prends-la la première semaine avec cet employé-là, parce que justement, là, tu viens de te régler un gros problème d'onboarding qui est vraiment difficile à mettre en place autrement, là. Je rebondis, je laisse Yannick aller. Là. En août, fin août, début septembre, on fait un post-mortem avec les camps municipaux de la capitale nationale. Puis il y en a un moment donné, un gestionnaire qui allait vous voir parce qu'il a posé exactement cette question-là. Je trouve qu'on est plus exigeant à ça. Puis il disait, j'ai l'impression que, mettons, pendant 5 ans, il y avait comme un Eldorado de la pépite d'or, mettons. Fait que là, quelqu'un trouvait sa pépite d'or. Là, tout le monde voulait faire la même affaire. Tous les camps autour, municipaux, on voulait tous avoir le même standard. Parce que là, tu sais, c'est dans ma truc de loisirs. Si la ville à côté a fait ça, moi aussi, je me lance là-dedans. Puis là, il y a une réflexion, moi, j'ai jamais vu venir, hyper intéressante de, mais là, en ce moment, on est en train de revoir notre offre de service. Ouais. On faisait trop d'affaires. Il y a trop d'affaires qui ne nous correspondent pas. Fait que, sur les standards, sur comment on est à la piscine, sur comment on fait le service de garde, tu sais. Fait que, puis ça, je trouve ça hyper intéressant. Puis je pense que t'es pas la seule à avoir cette réflexion-là de dire, ouais, finalement, il y a bien des affaires que je faisais parce que peut-être que mon voisin le faisait, mais j'ai pas tant besoin de le faire. Puis ma réalité, ma clientèle, ce que j'ai avec mes parents est tellement différent que j'ai pas à le faire, tu sais. Pour répondre à ta question de base, pour moi, il y a 2 clés. Formation, ça c'est clair. Continue, je dirais même. Formation continue, formation avec des partenariats. Ouais. Oui. Il y a des camps de vacances qui, pendant que toi, tu attends tes animateurs pendant 2 mois parce qu'ils vont arriver fin juin, moi j'en cherche. Ben, moi, avec la ville de Saint-Jean, entre autres, les animateurs viennent travailler chez nous au mois de mai, au mois de juin, je leur donne des formations, je les fais travailler pratique. Quand ils arrivent chez vous, c'est pas vrai que c'est la première fois qu'ils voient des enfants, ça fait 2 mois qu'ils travaillent. Donc, je pense que l'association doit s'organiser et dire qu'est-ce qu'on peut faire de mieux ensemble. Parce que moi, je cherche du monde, toi, t'en as qui font rien. Des partenariats de classe nature là, qu'on parle. Ouais, Justement, là, En Mauricie, là, ça, c'est très, très fort. Il y a des camps de vacances, des bases de teneurs actuellement qui échangent le staff entre eux pour justement venir pallier les besoins. C'est la clé. Si tu n'en as pas, mettons, de base de plein air pas loin, tu as une école primaire. Pourquoi tu ne ferais pas un partenariat avec les autres en disant, hey, moi j'ai des animateurs, là, puis cette fin de semaine-là, j'aimerais ça qu'ils pratiquent. Ben, on va envoyer une petite lettre à l'école, on va dire samedi, là, on vous accueille gratuitement pour une journée d'activité. Là, tes animateurs, tes anciens, ils pratiquent. Quand ils arrivent, c'est pas leur première journée, ils sont bien moins stressés. Je pense qu'il y a des choses qu'il faut faire. Mais ça fait partie de notre to-do là, sur ce qu'on veut faire pendant notre fin de semaine de formation, de faire un appel à nos parents, justement, que les enfants étaient là l'an passé, de... Tu sais, est-ce que vous nous prêtez vos enfants pour 1 heure ou 2? Ils veulent, là, ils veulent. Oh mon Dieu, hey, on voulez-vous aller faire votre épicerie dimanche? Oui. Ben, moi, j'aimerais juste ajouter, Annie, coordonnatrice loisirs, culture, vie communautaire à Saint-Michel, aussi dans le municipal. Vos 2 interventions viennent un peu couvrir ma problématique que moi, j'ai eue cet été. C'est que cet été, nous, on a doublé le nombre d'animateurs à cause des inscriptions, ce qui a fait que j'ai eu un ratio 1/3
anciens, 2 tiers nouveaux. OK. Puis j'ai eu beaucoup de difficultés à ce que mes anciens viennent donner des conseils et viennent parler, tu sais, quand on faisait des réunions d'équipe, on dirait qu'ils veulent pas parler de leur expérience puis leur donner des trucs. On dirait qu'ils veulent garder ça pour eux autres. Ils veulent pas comme... Puis j'ai eu 2 clans là, cet été, là, carrément. Là, mes nouveaux, mes anciens, ça a eu de la misère à se mêler. Je trouve que l'intégration des nouveaux a été super difficile, moi, cet été. Fait que, je sais pas, tu sais, à quel point mes anciens veulent garder, tu sais, pourquoi, ils veulent-tu qu'ils se plantent? Je sais pas, tu sais, je leur ai posé la question, je les ai rencontrés. J'ai dit, pourquoi vous n'avez pas envie de leur donner, tu sais, une chance pour qu'ils montrent aussi qu'ils sont capables d'y aller, tu sais, autant que vous autres, vous avez commencé, vous avez eu la chance d'avoir des anciens qui vous ont avec qui vous avez été jumelés, qui vous ont donné de l'expérience, leur expérience, puis tout ça, puis vous autres, vous le faites pas, tu sais. Donc, moi, ma problématique cet été, ça a vraiment été ça, puis j'ai jamais eu de réponse de mes anciens. Ah, j'ai Non. vite la question. Mais moi, ça me J'ai surprend rien de pas. clair. Ça me surprend pas. De garder le contenu intellectuel. Oui, parce que, tu sais, on pourra en reparler pour vrai, parce que je trouve ça super intéressant. Moi, ça revient un peu à ce qu'on a discuté, c'est ta structure. Oh oui, on a entendu la cloche de la fin de récréation. On prend une petite. On finit avec un dernier commentaire. Mais parce que si ta structure ne met pas tes gens dans une position où est-ce qu'il faut qu'ils prennent le lead déjà, ou que c'est attendu, ou qu'on s'entend sur quoi la culture, tu vas avoir tellement de misère à défaire ça après, là. Puis tu sais, j'ai eu beau les jumelés, nouveaux, anciens. OK, Ouais. ils passent la journée ensemble, mais à la fin de la journée, ils se parlent pas. Ouais, Tu c'est sais, ça. puis même dans leur propre groupe, durant Ouais. la journée, ils se parlent pas. Fait que t'as comme un qui, avec la moitié du groupe qui fait leurs petites affaires, puis l'autre moitié qui essaie de s'en sortir Ouais. parce qu'il est nouveau. Tu sais, moi, c'est ça que j'ai vraiment... Mais si tu veux, on s'en jase ou d'autres personnes aussi. Le dîner, c'est parfait pour s'en jaser. Est-ce qu'on y va avec un dernier commentaire ou... Tu m'en regardes avec des gros yeux, là, ou on... Écoutez, on va laisser le mot de la fin. Vas-y, mot de la fin. Solution dans les 2 cas. Là. Moi, je travaille pour la ville de Neuville, je suis coordonnatrice des loisirs. Puis en fait, on utilise les animateurs, je ne vais pas dire ça de même, mais on les fait travailler dans tous les événements qu'on organise à la ville. Fête de Noël, tout ça. Puis on utilise souvent les nouveaux avec un ancien. Puis dans ce contexte-là de fête qui n'a aucun lien avec le camp de jour, ça crée un lien automatique entre les deux. Ils se rappellent de « Ah ouais, j'ai fait le lutin à la fête de Noël avec lui, c'était bien le fun. » Puis là, ils se retrouvent aux formations, ils sont comme « Ah, ben c'est vrai, on se connaît. » Si vous êtes un centre communautaire, faire travailler vos moniteurs à l'année. Puis eux, ça crée aussi un sentiment d'appartenance. Fait que ça, ça nous aide à en garder une couple. Ben, nous aussi, on fait ça. Tu sais, comme là, ils ont travaillé au festival, mais encore là,